Les maisons hantées, ça nous fascine toujours autant, hein. Il suffit de penser à des films comme Les Autres, ou plus récemment, Paranormal Activity. Oui, c'est vrai, ça ne se démode pas. Mais au fond, pourquoi? Pourquoi cette fascination ne faiblit pas? Qu'est-ce que ça raconte sur nous, au-delà, bon, du simple frisson? C'est une excellente question. C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans un livre passionnant, L'histoire des maisons hantées de Stéphanie Sauger. Elle nous fait voyager en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, sur une longue période de 1780 à 1940 environ. Oui, et notre objectif, si on peut dire, c'est de voir comment notre regard sur ces lieux a évolué. Et surtout, ce que ça révèle des sociétés de l'époque. C'est ça. Leur rapport à la mort, par exemple. Exactement. À la mort, mais aussi à la science qui émerge, à l'idée même du foyer, de la maison. On va essayer de comprendre comment la maison hantée devient plus qu'une anecdote, mais un véritable objet culturel. Un objet complexe, vous disiez. Oui, complexe, un miroir en fait des angoisses, des tensions et aussi des imaginaires d'une période vraiment charnière. Alors, pour commencer, peut-être un mot-clé, hantise, parce que son sens a beaucoup changé, non? Ah oui, complètement. C'est assez curieux, au XVIIe, XVIIIe siècle, hantise, ça voulait dire fréquentation, être familier avec quelque chose ou quelqu'un. Montaigne parle de hantise conjugale, Corneille de douceur d'une longue hantise. Rien à voir avec les fantômes, donc. Pas du tout. C'est seulement vers 1860, et probablement sous l'influence de l'anglais to haunt et des romans gothiques qui arrivent. Ah, le gothique. Voilà, que le mot bascule vers le sens qu'on connaît aujourd'hui. L'obsession, la présence spectrale. Baudelaire l'utilise déjà comme ça dans les paradis artificiels. Et ce changement de sens, ça arrive à un moment intéressant, le 19e siècle? Oui, un siècle paradoxal. C'est l'ère de la raison, de la science triomphante. Et pourtant, Ça foisonne d'histoires de fantômes. exactement. Fantômes, poltergeists, revenants, la maison hantée devient comme un carrefour où différentes interprétations se rencontrent. Il y a la vision religieuse, j'imagine? Bien sûr, elle persiste. On y voit la main du démon, ou alors des âmes du purgatoire qui demandent des prières. Même des ecclésiastiques comme l'abbé Louvet admettent qu'il y a peut-être un fond de vérité dans ces histoires. Et puis, il y a un phénomène nouveau qui explose à ce moment-là, le spiritisme. Tout à fait. Le spiritisme débarque en force au milieu du 19e. On pense bien sûr aux sœurs Fox aux États-Unis, à Hydesville. Dans le fameux Burnt-Over District, cette région en pleine ébullition religieuse. C'est ça. Elles disent communiquer avec un esprit frappeur par des coups, les rappings. Leur petite maison devient un nouveau type de lieu hanté, presque un lieu de pèlerinage pour les spirites. Et en France, on a Alan Kardec, qui essaie de mettre de l'ordre là-dedans, de classifier les esprits. Oui, il tente une approche méthodique, il classe les esprits, y compris les esprits frappeurs. Donc on a la religion, le spiritisme et la science dans tout ça. Eh bien, elle arrive aussi. Une troisième voie émerge, celle de la science, ou plutôt des sciences psychiques naissantes et de la psychologie. On voit apparaître des chasseurs de fantômes. Comme la Society for Psychical Research en Angleterre. Exactement, fondée en 1882, avec un comité sur les maisons hantées dès 1884. Ils étudient ces phénomènes, la télépathie aussi, et puis surtout, on commence à chercher l'explication ailleurs, C'est-à-dire, à l'intérieur de l'individu. La hantise, ça devient un trouble psychique pour certains, comme Lombroso, pour Freud avec son concept d'Einheimlichkeit, l'inquiétante étrangeté. ah oui, l'idée que l'étrange vient du familier refoulé. Voilà, la hantise serait une projection de nos propres angoisses. La maison devient une métaphore de l'esprit, de l'âme. Emily Dickinson disait que l'esprit a des couloirs. C'est une belle image. Et cette idée de la maison comme miroir, elle est centrale, non? La maison hantée, c'est un peu l'anti-home sweet home. C'est exactement ça. Le 19e siècle idéalise le foyer comme un refuge, surtout pour l'homme. La maison hantée, elle, incarne le contraire, le trouble, le secret, le dysfonctionnement. Elle reflète aussi les angoisses de l'époque, les grands bouleversements. Oui, tout à fait. Par exemple, après la Révolution française, certains châteaux sont décrits comme hantés par le souvenir des nobles émigrés. Et la révolution industrielle, avec ses conditions de vie difficiles, transforme certains logements ouvriers en lieux décrits comme spectraux, sinistres. Et il y a aussi une forte dimension de genre, j'imagine. Ah oui, elle est cruciale. Les femmes sont souvent assignées au foyer et dans ces histoires, elles sont parfois vues comme la source des perturbations. On parle des folles du logis. Ou alors comme des victimes enfermées. Oui, victimes d'un enfermement parfois bien réel. L'affaire de la séquestrée de Poitiers,
a beaucoup marqué les esprits et inspiré la littérature. Et puis, il y a des cas emblématiques. Comme la maison Lalaurie à la Nouvelle-Orléans. Oui, un cas terrible qui mélange tout, hein. Les horreurs de l'esclavage, les légendes vaudou locales, une ambiance gothique à souhait, et même le spiritisme qui s'en mêle. C'est un concentré d'angoisse. On voit bien comment tout ça nourrit un imaginaire puissant. Et cet imaginaire, il est façonné par ce qu'on pourrait appeler une culture gothique. Absolument, la littérature joue un rôle énorme, bien sûr. Edgar Allan Poe, Léo Durlevent. Mais il y a aussi un goût pour une certaine architecture médiévale ou étrange. Pensez à Horace Walpole et son Strawberry Hill, ou même à des excentricités comme Sarah Bernhardt qui aurait dormi dans un cercueil. Ah oui, quand même. Et les arts visuels sont essentiels pour fixer l'image, l'archétype de la maison hantée. Comment ça? Des techniques comme la gravure, la lithographie, avec leur jeu d'ombre et de lumière, sont parfaites pour exprimer l'angoisse, le malaise intérieur. On pense aux prisons imaginaires de Piranèse, ou plus tard aux œuvres d'Odilon Redon. Et en peinture? Il y a Édouard Hopper, plus tardivement, avec ses maisons isolées, silencieuses, aux fenêtres comme des yeux vides. Terriblement inquiétante. C'est cette image qui va s'imposer. La bâtisse isolée, souvent néo-gothique, un peu complexe, menaçante. Une image qui va marquer durablement le cinéma d'ailleurs. Ah oui, jusqu'à Psychose d'Hitchcock et bien au-delà. Donc, pour résumer un peu, la maison hantée, c'est vraiment bien plus qu'une superstition. C'est un objet culturel très riche. Exactement. Un observatoire privilégié des tensions entre savoir et croyance, des transformations sociales, des questions de genre, de notre rapport complexe au passé, à l'espace intime, surtout au XIXe siècle. C'est fascinant de voir tout ce que ça révèle. Et peut-être pour finir, une petite piste de réflexion. Je repensais à Emily Dickinson, L'esprit a des couloirs. En explorant ces histoires de maisons hantées, est-ce qu'on n'explore pas aussi et peut-être surtout nos propres espaces intérieurs, nos propres mémoires, nos propres peurs? C'est une bonne question. Finalement, ce que notre fascination ou même notre malaise face à ces récits révèle de nous, aujourd'hui. C'est peut-être ça la question la plus intrigante, non?